Eh bien, merci d'avoir patienté quelques minutes. Nous allons pouvoir commencer. Merci. Bonne année à tous. C'est notre premier webinaire de l'année. Donc, merci beaucoup d'être là pour un webinaire fort intéressant qui va nous être délivré par Michel Béra, que vous connaissez, professeur émérite du CNAM, qui s'occupe de la chaire de modélisation statistique du risque et qui est conseiller scientifique de la société Z90-030, et Charles Lehaut, qui est président de cette société et qui est par ailleurs président de Cap Digital. Donc, nous vous remercions de votre participation. Le sujet est un sujet qui nous intéresse depuis déjà longtemps, nous les actuaires, depuis qu'il y a disons essentiellement depuis qu'il y a le Big Data. On connaissait déjà ce sujet avant, mais il se réglait d'une façon un peu différente avant l'arrivée du numérique et des données de masse, qui est le risque de réidentification de données confidentielles, de données personnelles ou de données sensibles. Donc, sans plus attendre, je vais leur passer la parole. Je crois qu'ils ont à la fois un exposé intéressant et puis une petite surprise pour nous, une démonstration, je crois, et puis une petite surprise. Je vous passe la parole. Merci beaucoup Florence. Merci pour cette invitation tout d'abord, et puis bonne année à tous, bonne santé. Nous sommes très heureux, Michel et moi, de venir vous présenter nos travaux sur le sujet. Et voilà un peu les questions, les problèmes à résoudre qui nous ont été proposés par Florence. Première question, c'est: peut-on mesurer la qualité d'anonymisation d'un jeu de données anonymisé? Et deuxième question, peut-on assurer ou réassurer de manière raisonnable un jeu de données d'ores et déjà anonymisé? Donc, ce sont les deux sujets que nous proposons d'aborder ce soir. Dans un contexte et pour des enjeux qui sont à la fois les enjeux éthiques, puisque nous sommes amenés, et vous êtes amenés à manipuler un certain nombre d'informations sensibles, mais également dans un contexte, il y a des enjeux légaux sur les questions de réglementation européenne, notamment sur le RGPD. On aura un petit point sur ce sujet-là. Évidemment, la protection contre ou sur des contrôles de la CNIL. Et enfin, c'est aussi pour les clients un gage de sécurité, de bonne gouvernance et de respect du client et de ses données. Donc, je vais passer la parole au professeur Béra, puisque cette histoire de Z90-030 en fait remonte à déjà pas mal d'années. Donc, Michel, si tu veux bien prendre la parole et nous raconter un peu l'historique de ce projet qui arrive aujourd'hui en 2022. Voilà. Bonne année à tous. Bonjour Florence, bonjour Charles, à nouveau. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'historique. En fait, comme vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas complètement d'aujourd'hui, puisque c'est en 2013 que l'Institut des données de santé de l'époque, avec son président Babuzio de la Cour des comptes, deuxième chambre, avait demandé au CNAM est-ce que mes données sont des données dangereuses ou pas? Et donc, le CNAM avait accepté la mission. On avait fait toute une série de travaux et on s'était aperçu que, en fait, à l'époque, on ne savait pas bien répondre. C'est-à-dire que on pouvait dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ça c'est les grands-mères normandes, mais il n'y avait pas d'outils permettant d'expliquer pourquoi on disait que c'était plutôt ça ou plutôt autre chose. Et à l'époque, j'avais recueilli tout un certain nombre d'informations et d'études, et notamment les travaux de Latanya Sweeney, qui est aujourd'hui à la chaire de Privacy à Harvard et qui était l'une des conseillères aux États-Unis du président Obama sur la protection des données. J'avais pris connaissance également d'une conf majeure en 2010 faite par des épidémiologistes sur toutes les attaques de réidentification possibles sur les données,
il y a une très belle jeu de slides de l'époque que je tiens à disposition, bien entendu. En 2014, nous avons monté au CNAM avec un certain nombre de partenaires de consortium un projet d'investissement d'avenir et j'avais proposé que mon laboratoire de recherche de l'époque, le CEDRIC, s'occupe de mesurer la dangerosité des données produites par le projet qui étaient des données de multiples natures sur la problématique du risque de suicide dans une cohorte de gens. Donc, on avait travaillé et c'est à la suite de ça que est né le concept de QAR. Parallèlement, nous avions travaillé avec Florence Picard, que je remercie, Michel, c'est moi, Michel Fromenteau, c'est le très regretté, exceptionnel actuaire de la chaire d'actuariat du CNAM, et Gontran Pebès, qui à l'époque, Florence était chez Ernst & Young, je ne sais plus. Chez Deloitte. Chez Deloitte, chez Deloitte, sur une proposition fondatrice pour analyser comment on pouvait utiliser les 3 piliers inspirés des méthodes de Bâle 2, 3 et de Solvency 2 pour proposer des méthodes, être capable de les auditer et les publier face à des tiers. On a présenté tous ces travaux, et je remercie à nouveau Florence, au groupe Big Data de l'Institut des actuaires, en faisant une proposition un peu officielle à l'époque. Donc, on est toujours en 2014. En 2015, on a construit cette fois une analyse beaucoup plus précise sur le quantile at risk, qui était le délivrable du projet Presidio et qui était en fait inspiré de la théorie des valeurs extrêmes et du concept de value at risk. On va vous le détailler tout à l'heure. Ensuite, il va falloir que je déplace la petite boîte voilà. Ensuite, aux États-Unis, j'ai eu l'occasion de présenter ça au PC Forum Réunion, qui est une réunion de tous les acteurs de l'industrie informatique et Big Data aux États-Unis. Donc, c'était à Tucson, en Arizona, et Esther Dyson, qui avait fondé et dirigé le PC Forum, a très gentiment retenu la conférence dans la shortlist de ce qui était présenté. J'ai planché derrière John Sculley, j'étais très fier. On m'a dit que c'était une bonne idée, donc j'étais adoubé par les Américains. En 2019, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire pour faire connaître cette chose? Et j'ai assisté à une conférence sur les AFNOR Spec par le président Perra de l'AFNOR, et je me suis dit, c'est très bien de faire une norme ouverte pour pouvoir, en open source, faire connaître la norme et la mettre à disposition d'un maximum d'acteurs. Et nous avons, grâce à l'aide de Charles et d'autres, construit un consortium de sociétés, vous allez voir la liste plus loin, pour rédiger ce qu'on appelle une AFNOR Spec, c'est-à-dire une norme ouverte avec tous les algorithmes, toutes les descriptions, toutes les directions, etc., qui est en open source sur le web. En octobre, on a eu le prix spécial avec les pneus Michelin connectés hors norme de l'AFNOR. En décembre 2019, on m'a demandé de présenter le projet et le concept de cette AFNOR Spec à la DWH, j'ai oublié ce que ça voulait dire, mais c'est en gros des efforts de négociation commune entre les data de santé de la France, du Japon et de l'Allemagne à Tokyo. Donc, j'ai eu droit à un petit workshop où les gens m'ont donné aussi des conseils. Tu prends l'écran suivant, Charles. En février, la norme a été publiée. Donc, si vous tapez sur Google Z90030, vous allez trouver le site de l'AFNOR. En juin, on a fait une conférence de présentation organisée par l'AFNOR pour faire la promotion. Toujours en juin, j'ai rédigé un article dans l'Actuariel à la demande de notre collègue Théron pour voir comment on pouvait apporter ces travaux dans le monde de l'assurance et notamment faire des propositions de quantification du risque opérationnel si un jour il devenait l'une des contraintes des autorités de règlement du risque assurantiel de données. Et en septembre 2020, Frédéric Blanchet m'a demandé de participer à son ouvrage Insurance Data Analytics avec Christian Robert
où j'ai repris un petit peu l'article de l'actuariel. En septembre 2020, l'un des membres du consortium, la société Quantos, a décidé d'industrialiser la norme. Donc, protection industrielle et développement optimisé de l'algorithme, temps de calcul, parallélisation et portage en service cloud public et privé. C'est ce qu'on va vous présenter. Donc, j'ai accepté d'être leur conseiller scientifique. En janvier 2021, la société éponyme Z90030 a été créée par Charles avec un certain nombre d'acteurs. Et le 11 janvier 2022, c'est-à-dire aujourd'hui, en même temps, on présente devant vous ce qui a été fait cette fois sur l'industrialisation. Et il y a également une présentation qui a lieu, c'est en ce moment même, hein, je crois, Charles, c'est à peu près… C'était ce matin. C'était ce matin, à Eurostat, c'est-à-dire l'organisme qui coiffe l'ensemble des instituts statistiques qui sont en train d'évaluer la possibilité d'utiliser ça pour leurs usages propres. Et notamment pour la diffusion d'informations, la préparation de diffusion d'informations publiques. Peut-être on peut rappeler, effectivement, Michel, tu l'indiquais, que cette AFNOR-SPEC, elle a été développée par une série de laboratoires et d'entreprises européennes. Évidemment, tu représentais avec ton collègue Marc Imbert, vous étiez à l'initiative et tu étais à l'initiative du développement de cette norme, donc c'était au titre du CNAM. Nous avons également la chance d'intégrer les travaux de Gordon Kaufman, ton ami du MIT. Cap Digital, j'avais la présidence, était aussi très impliqué dans ce travail parce que beaucoup de nos adhérents sont des acteurs du monde du calcul, du big data, de l'intelligence artificielle pour lesquels les enjeux sur les données sont majeurs. Un groupe d'assurance mutuelle nous a accompagnés, qui était le groupe Vive. Parmi les contributeurs du CNAM, il y avait également notre ami Gilbert Saporta. Le président directeur général de la société Quantos, Antoine Spinakis, et son collègue Fotis Stravopoulos nous ont également accompagnés, et ainsi qu'un représentant le directeur général de la société Quinten. Donc, tous ces acteurs ont travaillé au développement de cette norme qui, comme l'a rappelé Michel, est sortie au mois de février. Marc Imbert, que je remercie, c'est la chaire de métrologie du CNAM et c'est le président de l'Assemblée des chaires du CNAM qui comporte 60 chaires. Hein. Le conservatoire a à peu près toujours eu 60 chaires et donc métrologie, ça parle aussi. Enfin, il avait accepté de présider le lancement de la FNOR-SPEC. Donc Michel, maintenant je te propose de nous présenter cette méthode. La mesure de… Je rappelle que vous êtes invité dans la présentation de la méthode. Là, vous aurez vraisemblablement des questions qui vous viendront. Donc, n'hésitez pas, posez-les dans le chat. Il y aura une partie, bien sûr, du temps qui sera consacrée à répondre à vos questions à la fin. Merci, Florence. Donc, il y a deux sujets. Hein. On a vu que la méthode et puis il y a la proposition d'assurance. Donc, pour le moment, le sujet de réflexion, c'est qu'un fichier de données éventuellement anonymisé, pseudo-anonymisé, on considère comme une grosse feuille Excel avec n variables et l colonnes, et on s'interroge sur les mesures de probabilité qu'un intrus puisse faire correspondre les données de cet ensemble de données innocents avec des données d'autres ensembles non anonymisés et du coup, en collant les deux fichiers l'un à l'autre avec une clé commune, faire une réidentification qui puisse être préjudiciable, bien entendu, à la liste des personnes qui sont dans le fichier. Donc, exemple, on va repérer une clé avec un certain nombre de colonnes, là il y en a 5 dans l'exemple qui est donné ici, P égale 5, un enregistrement dans le jeu de données qui, a priori, est innocent et anonymisé comme l'agneau qui vient de naître, cette clé, avec ces 5 valeurs, va être unique en raison de la combinaison de ces valeurs pour un certain nombre de variables spécifiques. Et un autre fichier, qui est parfaitement clair, cette fois non anonymisé, va comporter les mêmes variables. Et du coup, en croisant les deux avec la clé, on fabrique un enregistrement de données sur cette unité, maintenant identifiée, qui est créé. Et donc, on a réidentifié. Next slide, comme on dit dans les… Voilà. L'exemple célèbre de 2002, donc oui, c'est pas jeune,
de la Tanya Sweeney, qui a fait toute sa carrière là-dessus. Elle a cherché des combinaisons de clés pour réidentifier ses fellow Americans, et elle est devenue célèbre en trouvant que le gouverneur de Massachusetts, Weld, avait une medical condition, en croisant de mémoire un fichier. Elle a acheté $40 de compagnie d'assurance pour faire du marketing direct d'un côté, et des données anonymisées qui comportaient des variables. Et dedans, il y avait, entre le fichier des compagnies d'assurance à vendre et le fichier public, il y avait le zip code, qui est le même terme que pour nous, la date de naissance précise et le sexe, et le triplet. Elle a démontré que ça réidentifie 97% des Américains de manière unique. Donc, du coup, elle a trouvé, malheureusement, elle explique ça dans ses travaux de 2002, qu'il n'y avait qu'une seule personne qui habitait à tel code, né tel jour et de tel sexe, c'était le gouverneur de Weld. Donc, ça a fait un gros scandale. Et depuis, on a trouvé, au MIT, ils adorent faire ça, le nombre de tickets de caisse permet de savoir qui vous êtes, le nombre de coups de volant. Florence avait travaillé là-dessus avec les groupes Big Data des actuaires, les concours Kaggle, on sait qui conduit, etc., etc. Donc la réidentification est malheureusement assez courante. Alors, les travaux qui ont été menés consistaient à prendre un fichier de données. Ici, on a pris des données qui sont des données ouvertes. Et le processus est assez simple. Ce fichier de données fait l'objet d'une anonymisation. Donc ça, les entreprises ont un ou plusieurs outils qui permettent d'anonymiser des données. Une fois que ce jeu de données est anonymisé, on le soumet au thermomètre, ou alors à la méthode QR. Donc on appelle ça un espèce de thermomètre de mesure de la dangerosité des données. Une fois que cette méthode est appliquée, on regarde si le niveau de risque de réidentification est acceptable ou non. S'il est acceptable, à ce moment-là, on peut partager le jeu de données anonymisé avec les partenaires. S'il n'est pas acceptable, on repart dans un cycle d'anonymisation en retravaillant sur le floutage de certaines variables ou la suppression de certaines variables. Voilà. Je suis désolé, j'ai mal relu, il y a des X à jeu, c'est pas bien, mais c'est de ma faute. Voilà. C'est moi, c'est toi? Vas-y, Michel, vas-y. Alors, ici, dans l'outil, on dispose donc d'un fichier. On n'a pas besoin d'hypothèses sur d'autres ensembles de données qu'un intrus peut posséder. On évalue le risque en vérifiant s'il existe des enregistrements uniques dans l'ensemble de données pseudonymisées à partir d'une clé. Plus il y a d'enregistrements uniques, plus le risque de réidentification est élevé. Et c'est-à-dire si la clé à la limite, si la clé s'il y a L lignes, et si la clé a L valeurs, la clé réidentifie parfaitement. L'évaluation va cibler un ensemble spécifique de variables parmi les variables. Chaque ensemble de variables va s'appeler un quasi-identificateur. Là, les termes ne sont pas exactement les mêmes entre les États-Unis et l'Europe, mais ici, on appelle quasi-identifieur le PUPLAY. L'évaluation est répétée pour chaque quasi-identificateur, et du coup, on peut calculer un risque, on va voir comment, pour chaque quasi-identificateur de taille P, et on va construire une seule valeur à partir des extrêmes. Donc, l'exemple qui est donné, alors ça recommence, il faut que je déplace les petites photos. Je vais les mettre, voilà, ça va à peu près. Donc, évaluation, illustration. On prend un exemple Q3, c'est-à-dire qu'il y a 3 valeurs, le sexe, l'âge et la nationalité. Et donc, c'est le triplet, en fait, female 55-64 et grec, le female 55-64 grec, qui va être une valeur. Et donc, vous voyez qu'ici, il y a 4 possibilités de valeurs différentes du triplet, qui sont female 55-64 Greek, male 25-34 Greek, female 25-34 Italian, male 35-44 Greek. Ces couleurs, les 4 couleurs sont représentées ici dans les 8 lignes. Et dans ce cas tout petit, on a 4 valeurs différentes pour un fichier qui avait 8 lignes. Donc, le θ de Q3, la probabilité de réidentification de cette clé est de 0,5. Je redéplace mes petites photos.
Donc, ça va s'appeler le risque associé, la proba de réidentification à ce quasi-identifiant spécifique va être H sur L, nombre de valeurs différentes de la clé, divisé par le nombre de lignes. Charles, à toi. Alors ensuite, je déplace mes petites photos. On va prendre tous les quasi-identifiants de taille P. On va calculer leur proba de identification θ de QIP. Et on va conserver les risques les plus importants. On va commencer à faire le focus, la concentration sur les plus grandes valeurs et la théorie des valeurs extrêmes suggère de conserver 5% de tous les risques, c'est-à-dire prendre les plus grands. À partir de cet ensemble des risques plus grands avec les quasi-identifiants les plus dangereux, on va construire une valeur TP alpha. Alpha va être un seuil, et P va être toujours la taille de valeurs constituantes de quasi-identifiants. TP de alpha va être défini par 100% multiplié par alpha, exemple 1%, des quasi-identificateurs de taille P auront une proba de réidentification supérieure à cette quantité, T de P alpha. Donc un seuil. La recommandation qu'on a mis dans la norme avec le consortium, c'est 1%. Pourquoi est-ce que c'est une estimation? Parce qu'on ne sait pas quelles sont les autres données dont les intrus disposent et on va calculer ces risques en adaptant une distribution sur les plus grands risques. Pourquoi? Parce que la théorie des valeurs extrêmes dit que quand on se concentre sur les valeurs extrêmes d'un échantillon, il y a un théorème d'attraction qui est aussi fascinant que le théorème de l'attraction de la loi normale, que vous connaissez tous. Ici, on sait que l'échantillon des θ de QIP vont être des observations d'une distribution de Pareto généralisée, une GPD. On sait en plus que c'est valable même si les variables ne sont pas indépendantes parce qu'il y a des propriétés d'échangeabilité. Alors là, j'ai travaillé avec mes collègues, vous connaissez, Olivier Lopez, Frédéric Planchet, et je suis un ancien de l'ISUP, donc ils m'ont expliqué que c'était échangeable, donc que la distribution de Pareto est valable. Alors, une distribution GPD, moi, je l'ai enseigné dans ma chaire, c'est en basant sur le livre de Paul Embrecht, Quantitative Risk Management. Elle est déterminée par deux paramètres, le bêta et le xi, qui vont s'appeler échelle et forme. Comme les probas sont toutes entre 0 et 1, j'allais dire le consortium scientifique a conseillé, pour faire les calculs, de passer en logit, c'est-à-dire prendre le log de θ sur 1 moins θ, parce que ça va aller de moins l'infini à plus l'infini. Et donc, on va avoir cette formule un peu bizarre qui va être le U étant le seuil qu'on se fixe, qui sépare les risques les plus importants des autres, le PU étant la proportion de risques retenus comme étant les plus importants. On a une formule qui vient de la théorie des valeurs extrêmes sur la GPD qui va dépendre uniquement de bêta, de xi, de U et de PU. PU étant ici 5%, puisqu'on a dit qu'à partir de 5%, on considérait qu'on était attiré par la loi GPD. C'est un peu abstrait. Voilà. Donc, ce qui s'est passé maintenant, on est passé de la théorie à la pratique avec des jeux de données. Pour faire la norme, on avait eu 2 jeux de données qui étaient des données de santé d'une part, avec 112 paramètres, et puis des données que Etalab nous avait conseillées, qui étaient le fichier abondance, on pourra en parler. Et là, l'industrialisation, Charles va vous en parler, on a plein d'autres données et qu'on peut utiliser. Et on s'est concentré, bien entendu, sur la complexité informatique, c'est-à-dire comment on calcule ça dans des temps acceptables et tout ça. Donc, l'outil qui a été mis en place par QAR, il va utiliser des structures de données spéciales, des algorithmes personnalisés et surtout, moi j'ai travaillé là-dessus comme conseil, des améliorations computationnelles pour accélérer l'exécution des calculs et ça génère des résultats. Je te vole ta slide, Charles, excuse-moi. C'est pas un problème, Michel. Tabulaires et graphiques qui aident les utilisateurs à évaluer la contribution de chaque variable au risque. Vous allez le voir. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas attendre trop longtemps et on a besoin de pouvoir avoir une réponse rapidement sur un jeu de données de taille acceptable. Charles, à toi.
C'est ça l'idée. L'idée, effectivement, était de réduire le temps de calcul des algorithmes qu'on a proposés dans la norme, de façon à ce que ce soit plus opérationnel et qu'on puisse aussi traiter les fichiers de plus en plus importants. Donc, tu parlais du fichier que nous a fourni Etalab. En fait, on a travaillé beaucoup sur les données de transparence santé. Donc, c'est des données qui sont disponibles en ligne et qui rapportent les différents modes de financement que les laboratoires ont auprès des professionnels de santé, depuis des éléments de restauration jusqu'à des éléments de financement de projets de recherche. Donc, ce fichier contient 34 variables et un peu plus de 31 000 lignes. Voilà. Plusieurs variables sont directement identifiantes, comme le nom, le prénom, l'adresse postale, etc. Donc, on va pratiquer une Q-anonymisation de COEF3 sur les variables et on va ensuite appliquer la méthode KUR sur cet ensemble de données et calculer le risque donc, en fonction pour un coefficient de 3 des 6000 triplés de variables. Donc, le logiciel, je le disais, est disponible à travers une plateforme qui est cloud public ou cloud privé en fonction des besoins de nos utilisateurs. Ici, c'est un élément de démonstration. Donc, c'est assez simple, hein, évidemment. On est on va d'abord charger un jeu de données. Donc, le jeu de données qui est sous un format très simple, un format Excel. On pourrait imaginer d'autres formats de type accès à des bases de données en fonction des différents systèmes d'information des clients chez lesquels on le déploie. Donc, tu vas chercher ton fichier. Ouais, ça y est, il est en train de se charger. Normalement, ça prend quelques secondes. Il va arriver. On a la possibilité de faire aussi un pré-traitement, ce qu'on appelle un cut-off pour enlever, mais ici, on va utiliser une autre technique, mais l'idée, c'est de pouvoir supprimer un certain nombre de variables évidentes. Et évidemment, aujourd'hui, le système a décidé de m'embêter. C'est Zoom qui n'est pas compatible, tu penses? Si, non, je pense qu'il n'y a pas de raison que Zoom m'embête pour ça. Puisqu'on a testé hier, ça fonctionnait bien. Pourquoi il ne veut pas m'embêter On va faire browse, tu crois? Mince. L'effet démo. Alors, oui, non. double-cliquer peut-être sur le fichier, non? Oui. Ouais, ça y est, je viens de le faire. C'est classique. Hein. Ah, le grand classique de l'effet démo. Je me souviens de la première. Je suis témoin qu'il a vérifié devant nous. Il y a d'autres témoins dans l'audience. On va laisser charger le fichier. Alors, un petit mot sur. On n'a pas de méthode d'anonymisation sur la plateforme. On a juste mis un mode d'anonymisation de type K-anonymisation, très simple, simplement pour être capable de faire un minimum de travail sur les données avant leur chargement. Alors, qu'est-ce qui se passe là? L'anonymisation de 3, c'est on trie une colonne et on compte tous les 3 pour être certain que chaque ligne, sa valeur anonymisée est une probable pas plus grande qu'un tiers d'être identifié. Bon, je suis. Ça. Voilà, ça y est, on y arrive. Ah. Ça arrive. Donc peut-être que c'est le passage par. Bon, OK. Et ben voilà. Voilà, on y est. Alors, donc le
le fichier de données, donc ici, on a un extrait. Donc, il va contenir un certain nombre d'informations. Ici, c'est les entreprises, les dénominations sociales. Voilà, un certain nombre, il y a une trentaine de variables. Le montant, les bénéficiaires, bref, les spécialités médicales financées, etc. etc. Bref, donc, nous, ce qui va nous intéresser, on va quand même faire une première étape d'anonymisation simple pour avoir une mesure du risque qui ait du sens. Donc, voilà, c'est assez rapide. Donc là, il a fini. Il va me le proposer sous une nouvelle forme. Donc maintenant, j'ai un peu moins de variables évidentes et je vais pouvoir lancer le calcul de la réidentification. Donc, je prendrai comme valeur 3 comme valeur de P. Donc des triplets de 3 variables. variables. Triplets. Ici, ça correspond à peu près, je disais, un peu moins de 6000 triplets. Et on reste sur 5%, comme l'indiquait Michel, sur les risques les plus élevés. Donc, je vais soumettre l'analyse. Donc, c'est extrêmement rapide. On est sur des machines multiprocesseurs, multicorps. Et donc, voilà, il a fini le travail. Donc, ici, on a les informations donc, statistiques et les probabilités de risque sur chacun des 6000 triplets. Donc, on a la distribution suivante. Donc, depuis 100% de risque de réidentification. Et on a ici, donc la valeur qui nous intéresse, c'est les valeurs de la queue de la distribution, qui représentent les 5% les plus importantes en termes de risque. Et donc, on a une sorte de zoom ici, donc après 0,87. Voilà, 0,87, et on regarde la distribution avec le nombre de combinaisons possibles pour une valeur de risque qui va varier de 0,87 à 0,96. La barre rouge, ce sont les 5% plus grosses valeurs sont à droite de la barre rouge. Et quand on zoome dessus, voilà, on voit le petit pipi de rien du tout là, qui est juste après la barre rouge à droite. Il devient le gros paquet dans le tableau en dessous. Et ensuite, on a quelque chose, quoi. Donc, la loi de Pareto, la GPD, va s'appliquer sur la partie du diagramme qui est en dessous. Elle va permettre, étant calculée sur ces 5% de valeurs les plus grandes, d'estimer le mieux possible les valeurs très lointaines comme 0,99 ou 0,99, enfin le seuil qu'on veut mettre, quoi. La question est peut-être prématurée, peut-être que vous y répondrez tout à l'heure, mais le 5% pour être sûr d'être attiré par le GPD et d'être bien dans ce domaine-là, c'est sûr que c'est 5% ou c'est paramétrable C'est paramétrable, il l'a montré Charles tout à l'heure. Reviens 3 écrans avant, si tu te souviens. Tu te souviens, on vous met plein, c'est là, il est là, tu vois. Ah d'accord. D'accord. Alors, oui, d'accord. Très bien. Alors après, c'est vraiment pour la fin, mais si on veut vraiment faire cadre noir de Saumur élégant et tout, on prend la méthode de Paul Devel, c'est-à-dire qu'on retire les variables de droite tout doucement, jusqu'au moment, pour tout ce qui reste, on a une brave Gumbel ou une log normale, et on considère le truc de droite et comme ça sélectionné par manière itérative. Mais là, on fait un truc automatique qui va vite. Hein. Je n'avais pas été assez attentive, mais ça va vite quand même. Allez-y. Ça va vite. C'est peut-être moi qui suis lente. Non, c'est peut-être moi qui suis trop rapide. Ensuite, donc, on est dans le cloud, là. On est sur un système informatique extérieur, multicore, etc. On a parallélisé l'algorithme. Donc, bon, là, ensuite, on a les informations statistiques sur l'ensemble des variables. On a dit que, donc, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la courbe calculée de la GPD en rouge, et on voit qu'elle fit assez bien avec les valeurs. Ici, donc on a ici notre calcul de risque de réidentification pour les différentes observations. Donc, on est à 0,93 pour les 99%. Et on verra tout à l'heure, on va savoir si on peut améliorer cette valeur en diminuant le risque.
Et notamment, on a un outil qui va nous aider dans cette tâche, qui est celui-ci, qui nous indique le risque qui nous indique les capacités de réduire ce risque de réidentification en éliminant un certain nombre de variables. Donc ici, on est à la valeur qu'on a donnée, c'est-à-dire 0,93. 0,93, et on a toutes les variables. Si on enlève une première variable, puis une seconde, on voit que ça diminue sensiblement. Et on a en bas la liste des variables en question. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir donc, sur l'onglet d'origine et en disant on va enlever un certain nombre d'identifiants, notamment celui-ci, hein, parmi la liste qui nous était proposée. Donc ici, on a la capacité d'enlever un certain nombre de variables. Et puis, je vais encore en enlever une. Voilà. Et je supprime ces variables de mon tableau et je resoumets un calcul. Et là, normalement, je resoumets le calcul et donc calculation en cours, voilà. Et quand je reviens sur ma valeur ici, on voit que on a légèrement baissé, pardon. On voit qu'on a amélioré notre score, on est passé à 0,88 et en termes de sensibilité, on voit qu'on a une belle décroissance de notre risque. On pourrait comme ça continuer. Voilà. Donc ça, c'est une première approche. Tu les avais éliminées comment, les variables, là? Tu avais choisi comment? Parce que au moment du premier calcul, le système me donne une liste de variables qui sont dont la participation elle est triplée, augmente la valeur du risque. Et donc ensuite, je n'ai plus qu'à revenir ici à mon onglet d'origine, sélectionner les variables dont j'ai le nom et que je souhaite enlever, et puis ensuite faire un drop et je les sors de mes calculs. Ils ont proposé dans l'algorithme de déclarer dangereuse une variable qui apparaît particulièrement dans les triplets les plus dangereux. Alors, ça a le mérite d'exister. C'est ça. On peut faire beaucoup de choses, quoi. Donc l'idée, après, les utilisateurs ayant leurs propres outils d'anonymisation, si tu veux, on peut avoir d'autres formes d'anonymisation et les gens refont tourner leurs propres outils d'anonymisation avec le choix qu'ils souhaitent faire, soit de retirer, soit de flouter, soit de modifier les différentes variables avec leur outil d'anonymisation avant de remesurer le risque. Là, c'était un élément qui montrait qu'il y a plutôt une assistance dans la diminution du risque. Donc, cet outil, je le disais, il est ici sur le cloud. Moi, ce que je voulais vous proposer, avant de passer à la deuxième partie de l'exposé, voilà, c'est que cet outil sera mis à disposition des gens qui en font la demande pour une vingtaine de jours à partir de la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez tester sur vos propres données, vous voyez, c'est très simple, hein, c'est des données qui sont au format Excel en termes d'input. Voilà, n'hésitez pas à revenir, je vous en parlerai tout à l'heure, et on met en place un protocole pour lequel on vous donnera accès à cette plateforme pour que vous puissiez en faire le test si vous le souhaitez. Charles, il y a une question, c'est peut-être le moment d'y répondre dans le chat. Quelle performance doit-on attendre sur des data frames plus volumineux, 4 millions de lignes sur 400 colonnes? Conseillez-vous de prendre un échantillon? Alors, je laisserai ensuite Michel commenter, mais toute l'idée de l'approche, c'est d'éviter l'échantillonnage dans un premier temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a optimisé les coûts de calcul
pour être capable de passer, évidemment, naturellement, vous l'avez compris, le point de calcul le plus important, c'est le nombre de variables, puisque c'est de là que sont déduits les n-uplets. Hein. Donc, le nombre de lignes, en fait, importe relativement peu. On peut avoir, on a eu des traitements déjà à plus d'1 million de lignes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur des temps de calcul qui se comptent en minutes jusqu'à 1000 variables, hein, 1200 variables. Michel, je te laisse commenter si tu veux. Bien sûr. Sur les lignes, ça se passe assez bien. C'est exactement comme du machine learning, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'avec 50 000, 100 000 lignes, on va trouver un QAR stabilisé. Donc, l'échantillonnage éventuellement là marche. Sur les colonnes, c'est plus délicat. La complexité informatique est en cube du nombre de colonnes. Et je ne me souviens plus, mais effectivement, 100 colonnes et 100 000 lignes, ça doit faire que moins de 10 minutes, entre 5 et 10 minutes. On a considérablement réduit le temps de calcul. On est d'un facteur au moins, je pense, 100 par rapport aux algos qui avaient été développés dans le cadre de la norme. Et les quelques exemples qu'on a fait avec les partenaires du consortium, les vraies données qu'ils utilisaient, eh bien, on n'est pas dans les données de Facebook avec 1 milliard de variables, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est tout frais, hein, ce que je vous raconte, ça vient de New York. On est dans les exemples qu'on nous a donnés en préopérationnel avant cet exposé n'ont pas dépassé 100-150 variables. Voilà. Donc, Gabriel, tu as la réponse, puisque c'est Gabriel qui posait la question. Tu peux faire l'essai, puisque Charles propose d'avoir accès au logiciel pendant quelques temps. Donc, tu vas pouvoir vérifier si c'est vrai et qu'avec tes 4 millions de lignes et tes 400 colonnes, tu peux tout faire et que ça ne va prendre que quelques minutes, n'est-ce pas ? 400, ça veut dire que c'est 4 fois 100, ça veut dire 4 au cube, ça fait 4 fois 4, 16, fois 4, 64. 64, ça mettra quand même… 10 minutes 10 minutes multiplié par 64, donc ça mettra quand même 10 heures. Oh non, je pense 400. Je crois qu'enfin, ça dépend. Enfin, on refera les tests, mais on a traité des jeux de données assez larges. Ah oui, par contre, ça passe. Je veux dire, ça se calcule sans problème, quoi. Peut-être un peu moins, mais avant qu'on fasse l'optimisation industrielle oui. Moi, quand j'ai présenté la norme à la FNOR, j'avais mis pour faire des triplets sur les fichiers dont j'ai parlé, on mettait 3-4 jours. Hein. Oui. Oui, mais là, ça va être moins. Là, ça va être moins. Le nombre de lignes, on s'en fiche complètement puisque le sampling marche très, très bien, exactement comme en data science. Gabriel nous dira si ça marche. Hein. Voilà, il viendra témoigner. On a testé, nous. Alors, il y avait… Donc voilà, donc les travaux qu'on a amenés aussi, évidemment, s'inscrivent naturellement dans le lien, dans les obligations liées au RGPD, et notamment tout ce qui est la mesure récurrente du risque de réidentification, dans le cadre de l'épseumisation ou d'anonymisation de données personnelles. J'ai partagé cette petite note juridique avec Florence. Elle est à votre disposition. Donc ça, c'était, je dirais, en fait, là, on a répondu à la première question. Peut-on mesurer la qualité d'anonymisation d'un jeu de données anonymisé? La réponse est oui. On le fait grâce, donc on l'a vu, grâce à cet outil de mesure, grâce à la QAR. C'est un peu ce qu'on appelle notre thermomètre. Maintenant, il y a un deuxième problème qui reste à résoudre. C'est la question de l'assurabilité ou réassurabilité de manière raisonnable d'un jeu de données anonymisé. Cette question-là a été abordée par Michel dans une publication. Donc, je vais la mettre à l'écran et je vais laisser Michel nous… Mince. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu fermes le… Non, je vais le fermer l'article, je vais l'ouvrir. Attends. Toc. Nous, au CNAM, on est sur Teams. Non, mais c'est… On pleure, mais ça marche. Et je vais le relancer, l'article. Voilà. Non, c'est pas ça.
C'est celui-là. C'est la page 5, je crois. Pourquoi, tu vois l'article, Michel? Oui, c'est bon. Oui, voilà. Positionne. Voilà, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu descends page 5. Voilà. Donc, j'espère que notre collègue Théron ne va pas m'engueuler, hein, parce que c'est propriété intellectuelle de l'actuariel, numéro 37. Donc, en fait, c'est une proposition, hein, c'est-à-dire que pour essayer de voir comment utiliser l'outil pour financiariser un calcul de SCR pour l'assurance d'un risque associé à un fichier de données dangereuses. Et là, on rentre dans un domaine pas mal défini, mais qui regroupe beaucoup de choses, qui est le data breach, hein, c'est-à-dire privacy breach. On a volé des données, on les a réidentifiées, on ne sait pas trop. Alors, l'idée, c'est de repartir du document de 2013 qu'on avait co-signé avec Florence, le regretté Michel Fromenteau et notre ami Gontran Pebès, et de voir comment utiliser le white paper. Enfin, je ne vais pas répondre en temps réel, mais c'est la norme AFNOR. C'est complètement… il faut aller le chercher à l'AFNOR. Donc, les 3 piliers: calculer le modèle de calcul, deuxième pilier, pouvoir faire auditer par un tiers, et troisième, publier au sein d'une autorité de tutelle le résultat des calculs. Donc ici, on descend un peu plus. Il faut que je mette les petites images à gauche, ça va mieux. Donc, le niveau des amendes grandit moins que ce que je pensais, mais quand même, il y a des amendes sur des vols de données ou sur des procès sur des vols de données, des class action suite, etc., qui atteignent des sommes qui se comptent maintenant souvent en centaines de millions de dollars. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de construire un modèle standard qui permette, lorsque on commencera à parler de risques opérationnels liés au vol de données, au data breach, etc., de voir comment calculer la provision à mettre par rapport à ce risque opérationnel. Alors, le problème est déjà ce que font en galopant, il n'y a pas d'autre terme, nos amis anglo-saxons, que soit constitué un référentiel extérieur de valorisation des sinistres. Donc, vous avez des publications que vous trouverez facilement dans un tout petit peu de Google qui vont vous donner tous les data breach, tous les procès, combien ça a coûté, etc., etc. Donc, on peut imaginer que… Attendez, juste une seconde. On peut imaginer que à partir de ce fichier, on puisse, sur un type de fichier particulier, on puisse lui associer une valeur financière que j'appelle A pour le raisonnement, pour le sinistre correspondant au vol privacy breach du fichier, suivi d'une attaque de réidentification réussie qui peut être liée à une mauvaise anonymisation ou une absence d'anonymisation. Et donc, l'idée de l'outil, c'est de l'appliquer pour réduire le Solvency Capital Requirement, c'est ça, SR, je crois, en utilisant les techniques QAR et VAR, un peu comme on fait en finance pour les risques extrêmes de crash financier, etc. Donc, la queue de distribution des sinistres peut être trop lourde pour un calcul à la value at risk comme fait le QAR. Il faut tenir compte des quasi-identifiants, QP, donc constitués de P colonnes dangereux de la queue, dont le θ va dépasser le seuil QAR. Donc l'idée, c'est de rajouter à la formule initiale QAR alpha, de rajouter pour obtenir un SCR défini par cette quantité, donc toujours A mais multiplié par quelque chose, en supposant que 1 moins alpha probabilité de réidentification sont majorés par le QAR et on a une majoration qui est trop forte. Donc du coup, avec des grandes discussions avec mon vieil ami, on est tous vieux maintenant un petit peu, Philippe Camus, vous savez qu'il y a une grosse bataille entre la value at risk et l'expected shortfall. On a proposé de dire, tiens, ça serait pas mal de prendre la valeur du fichier brut de fonderie qu'on repère à partir de la base de données des sinistres et du coût de ces sinistres, multiplié par l'expected shortfall, ES alpha, au niveau alpha de la distribution des θ de Q3. Et on pourrait se baser
avec un seuil à 2,5% en étant inspiré de BAL2. C'est des propos personnels. Je suis prêt, bien entendu, à négocier ça intellectuellement avec plein de collègues. Donc ici, je rappelle que l'expected shortfall, c'est l'espérance mathématique des probabilités de réidentification qui vont dépasser la QAR, et on fait la moyenne, donc on fait une intégrale, et on peut retrouver cette formule que l'expected shortfall se calcule quand on a modélisé la GPD, on a le XI bien entendu et le bêta, on part de QAR alpha sur 1 moins XI plus cette quantité-là. Donc voilà, c'était une proposition pour dire finalement, vous pouvez utiliser l'outil pour négocier face à un audit le SCR le jour où il sera devenu une contrainte des autorités pour baisser l'argent que vous mettez dans un bilan d'un acteur assurantiel en fonction de votre qualité d'anonymisation et voilà. C'était juste une suggestion que j'ai publiée à la fois dans le bouquin dont Frédéric Planchet et Christian Robert ont mis en place la publication, et puis l'article de l'actuariel qui est le plus détaillé des deux. Donc tout ça est disponible, les slides sont disponibles, comme dit Florence, l'article, on l'a aussi. Et voilà. Quant au détail de la norme et tous les calculs, c'est la norme, c'est une publication AFNOR sur le site de l'AFNOR, ouverte à tous. Alors, toc. Donc voilà un petit peu la réponse pour la deuxième question. Et voilà, et donc là, le point de contact pour avancer. Donc, on a terminé avec notre présentation, Florence. Si tu as des questions pour Michel ou pour moi, on est à votre disposition. L'une des questions du chat, vous venez d'y répondre. Où peut-on trouver le white paper décrivant en détail la méthode en accès libre? En fait, vous l'avez à l'AFNOR en lisant en allant sur l'AFNOR. En fait, le sujet est d'actualité. Alors, nos actuaires sont très timides parce qu'ils ne posent pas beaucoup de questions. Mais je vous invite à poser vos questions parce que le sujet est tout à fait intéressant. Puisque nous sommes à l'aube en 2022, donc c'est aujourd'hui, va sortir la loi DORA, qui est une loi qui va amener les assureurs qui n'ajoute rien de très nouveau, mais qui rassemble des morceaux qui ont été donnés dans différents notices, prise de position, enfin le mot m'échappe, des différentes autorités de tutelle, IOPA, etc., ACPR. Et donc cette loi va nous contraindre à évaluer le risque opérationnel cyber. Et alors, le risque opérationnel cyber est plus large que celui que vous traitez, puisque là, vous traitez celui du coût de données qui seraient piratées et réutilisées. Donc, vous parlez du vol de données, qui est effectivement aux États-Unis est l'essentiel du risque cyber, en fait, assuré. Mais enfin, dans le risque cyber, il y a d'autres facteurs que le vol de données, il y a le déni de service, il y a des arrêts d'activité, etc., qui pèsent très très lourd dans le coût du risque. Mais votre point est quand même extrêmement intéressant au moment où les autorités de tutelle amènent les assureurs quasiment à évaluer leur risque, puisqu'ils demandent au conseil d'administration, aux dirigeants, de le prioriser
pour le moment, il n'y a pas de demande d'évaluation quantitative très précise, mais enfin, on sent que c'est quand même ce qui nous attend. Et donc, là, on a l'impression de tenir quelque chose qui peut nous aider grandement. Je vois que dans le chat, Charles pose la question, la CNIL utiliserait-elle cette méthode lors de ses contrôles? Alors, aujourd'hui, pas à ma connaissance. Nous avons eu des échanges avec la CNIL, avec l'AFNOR, justement, savoir s'il y avait un intérêt, mais à ma connaissance, ils ne l'utilisent pas encore. Enfin, mais il faudrait peut-être qu'on leur propose. Mais non, ils n'ont pas, enfin, ils n'ont pas participé aux travaux sur la norme. Et, voilà, on a eu assez peu d'interactions avec la CNIL sur le sujet. Parce que, alors, le problème, disons, c'est qu'au niveau de la CNIL, c'est un petit peu blanc ou noir. Ou c'est protégé, ou ça ne l'est pas. Et l'anonymisation est une protection totale et absolue. Mais s'il y a réidentification, on est sanctionné. Enfin, donc, et on attend la jurisprudence pour savoir comment la chose sera jugée, en fait. Enfin, si vous êtes d'accord avec moi. Notre proposition à la CNIL était assez simple. C'était en tous les cas, de dire, en toute bonne foi, si je peux, au moment du choix d'un outil d'anonymisation, si je suis en mesure de calculer lequel minimise mon risque de réidentification, eh bien, en tous les cas, je montre l'effort que je fais, volonté. La volonté de mesurer. Parce qu'aujourd'hui, la CNIL, elle ne nous indique pas un niveau de mesure, elle demande simplement l'évaluation avec un outil de mesure. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ça qu'on met aussi à disposition en disant, en disant que voilà, on a cette capacité de le faire sur des jeux de données relativement importants. Voilà, maintenant, on n'a pas davantage d'informations sur l'usage que pourra en faire la CNIL. Mais c'est certain, on parlait d'Eurostat tout à l'heure. Eurostat, donc c'est la grande agence de statistique européenne qui collabore avec les grandes agences nationales. Eux, la problématique qu'ils ont, c'est de mettre à disposition des données publiques, à disposition de le mettre sur Internet. Et aujourd'hui, ils n'ont aucune mesure du risque qu'ils prennent, en tout cas qu'ils font prendre sur la publication de ces données. Oui. Donc, ce qu'ils souhaitent faire. Et comme beaucoup de gens avec qui on parle, c'est de dire est-ce que je pourrais mesurer de façon systématique le risque que je prends d'intégrer un fichier dans mon système d'information. C'est-à-dire, beaucoup d'opérateurs échangent des données, échangent des fichiers par dizaines ou par centaines de façon quotidienne. Peut-on mettre une espèce de filtre à l'entrée, une espèce de feu bleu, blanc, rouge, un thermomètre avec des éléments d'information critiques sur la température, des fichiers qui rentrent et de la même façon des fichiers que je fais sortir de mon système d'information, puisqu'à partir du moment où un fichier rentre dans mon système d'information, j'en ai la responsabilité. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de cas d'usage autour d'un traitement systématique. Donc aujourd'hui, on présente le produit sous cette forme d'accès par Internet, traitement de fichier par fichier, mais bien évidemment, dans un usage plus opérationnel, ça peut être intégré dans un système d'information comme un outil auquel on va envoyer des fichiers et on va récupérer en retour une mesure de risque. C'est évident qu'un tel système, s'il est viable, parce que ça dépend beaucoup des flux, vous avez montré quand même, l'exemple qui a été pris tout à l'heure, montrait quand même qu'il fallait plusieurs heures pour traiter le fichier. Donc, il y a quand même, malgré
efforts et les réussites réalisées pour optimiser les temps de calcul, c'est quand même très lourd. Donc, on voit que ça pourrait peut-être pas, enfin, ça dépend bien évidemment des flux de données entrantes et sortantes, mais parce que là, tu parlais des données, c'est vrai dans les deux sens. C'est vrai qu'on les rentre ou qu'on les sorte, les données. Absolument, ouais, oui, tout à fait. Donc là, moi, je vois vraiment un outil qui montre la volonté des responsables. Je pense au conseil d'administration et au directeur exécutif, qui sont visés par les textes en préparation, et même les notices. Donc j'y vois l'expression de la volonté d'agir dans le sens demandé par la CNIL. Donc là, dans un objectif à la fois de travailler correctement, mais également d'éviter les sanctions, en cas de cyberattaque, etc. Mais en même temps, le fait de l'intégrer dans un système d'information pour en faire quelque chose d'automatique, je ne le sens pas trop pour une entreprise qui a beaucoup d'échanges de données. En fait, tu sais, c'est un peu comme l'utilisation de calculateurs un peu particuliers pour l'évaluation du calcul du risque dans le domaine bancaire, par exemple. Tu vois, donc ils font tourner la mesure de risque sur l'ensemble de leur portefeuille d'actions en fin de journée. C'est du calcul intensif. Et l'intérêt du développement qui a été mené par les équipes ici, ça a été de paralléliser le code de calcul. Donc, je dirais que tu vois, en fonction des besoins, tu vas avoir effectivement des équipements informatiques plus ou moins développés, plus ou moins de processeurs, etc. Mais je dirais qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui mettent en œuvre du traitement massif de données ou même des applications dites d'intelligence artificielle, etc., vont s'équiper de ces calculateurs. On est sur du multiprocesseur, on est sur peut-être des dizaines de corps, des centaines. Tu vois, on est vraiment sur du calcul qui peut être effectivement rapidement intensif si tu dois traiter 1000 ou 2000 fichiers jour. Alors même si peut-être sur des très gros fichiers, je pense à certains fichiers de type sécurité sociale, où on est sur plusieurs millions d'enregistrements et plusieurs centaines de variables, voire plus. Tu fais peut-être pas tourner ça tous les jours, mais de plus en plus, dans le cadre de coopération, pas forcément de recherche, hein, mais entre les entreprises et des instituts de recherche ou des entreprises et des labos, on est amené à échanger des données. Et voilà, et donc c'est les données qui vont sortir. Et aujourd'hui, ça se fait beaucoup, ça se fait de façon importante, un peu en dehors des clous. J'imagine qu'on a tous cette expérience-là, en tous les cas. Ce qui est un peu surpris, encore on a une très petite expérience, hein, mais les personnes qui ont joué avec les versions alpha du calcul, ils parlent tous, et qu'est-ce qui se passe quand il y a 500 colonnes et tout ça, etc. Mais quand on leur demande concrètement avec quoi vous jouez, pour qu'ils dépassent 30 variables, il n'y a plus personne. Hein. Je sais bien qu'il y a des gens qui ont 500 variables ou beaucoup plus, mais Etalab, par exemple, quand vous regardez des open data, moi je travaille un petit peu sur les problèmes de criminologie et autres, les fichiers sont quelques dizaines de colonnes, mais pas beaucoup plus. Et Etalab était intéressé, je me souviens très bien, de croiser ces fichiers 2 à 2. Donc il y a toute une série de petits problèmes qui sont certainement adressables pour voir déjà si on ne fabrique pas une grenade au sens réidentification en croisant deux fichiers d'Etalab d'Open Data. Alors après, l'intérêt d'une présentation chez vous, Florence, aujourd'hui, c'est aussi peut-être de mettre à l'épreuve du feu une plus grande quantité auprès de gens qui souhaiteraient évaluer chacun comment ça fonctionne et puis nous faire leur retour. Nous, aujourd'hui, on a travaillé pas mal sur des données de santé, sur des données de statistiques européennes, sur des données ouvertes d'Etalab. On a travaillé avec une mutuelle
sur un ensemble de données. Voilà, donc on sait que ça fonctionne bien, on sait que les résultats sont probants. Voilà, maintenant, on veut étendre ça et on veut surtout augmenter le retour d'expérience sur cet usage. Et donc, effectivement, peut-être que le scénario d'une analyse systématique est peut-être un peu ambitieux, mais il y a peut-être d'autres scénarios qu'on peut creuser avec l'aide des membres de l'Institut. Oui, donc je pense que là, les participants ont reçu l'invitation et je pense que c'est effectivement une occasion de tester cette méthode. J'ai plusieurs questions. Quels impacts sur les entreprises dont le rôle est l'enrichissement des données? Je dois dire que je n'ai pas bien compris la question. Pas la question, mais vous avez sûrement compris. Je pense que ça fait référence justement à peut-être des personnes qui ont d'autres sources de données qui viennent rajouter les variables sur les enregistrements liés à les individus. Pas sûr de bien comprendre la question. Tu parles des sociétés qui agrègent autour d'une personne le maximum de profils de ce qu'on peut savoir sur elle, comme ils adorent faire aux États-Unis? Je ne sais pas. Peut-être la question peut-elle être précisée dans le chat pendant qu'on passe à une autre question. Je n'ai peut-être pas bien compris, mais la solution proposée est-elle gratuite et open source? Alors non, la solution proposée est payante et elle est proposée sous forme gratuite pendant quelques jours, une quinzaine de jours qui a été indiqué. Et comptez-vous publier un package Pythonware pour démocratiser l'utilisation de votre algorithme? Alors là, je vous laisse répondre, y compris sur la partie paramétrable de la norme, etc. Alors, oui, donc Michel le rappelait, la norme a été publiée de manière ouverte, hein, c'est-à-dire les algorithmes… 60 €. 60 €. Il faut payer le papier. Il faut acheter la norme auprès de la… C'est propriété intellectuelle AFNOR. Donc, voilà, le document est disponible auprès de l'AFNOR. Maintenant, Z80, l'entreprise est une société commerciale. Donc, nous, l'effort qu'on a porté, c'était d'optimiser les codes de calcul pour rendre la norme plus fonctionnelle et plus utilisable dans une application quotidienne sur un système d'information. Donc voilà, donc la norme, les algorithmes sont commercialisés et l'application, alors je vous l'ai dit, soit sur un cloud public, soit sur un cloud privé, en fonction du volume de données ou en fonction du nombre de fichiers traités par jour et par les entreprises. Autre question, je la lis telle qu'elle est posée. Est-ce que vous l'avez testé sur les données de la sécurité sociale? La réponse est oui. Dans le tout début, ce sont des données qui sont confidentielles, qui m'avaient été confiées par le président Babusio et de l'Institut des données de santé. Et elles ont été présentées au moment de la norme AFNOR. Les calculs montraient que la réponse au président Babusio, ce que j'ai d'ailleurs dit le soir de la remise du prix, était extrêmement bien anonymisée. On avait des QAR très faibles, sur 112 variables choisies comme étant les plus dangereuses par les spécialistes de l'Institut des données de santé de l'époque. Et puis plus récemment, on a travaillé pour une compagnie d'assurance, pour une mutuelle santé, sur les données de l'assurance maladie. Voilà. Alors là, je ne vois plus de questions, mais lâchez-vous, posez les questions. Je l'attendais, celle-là. Ne faut-il pas proposer cet outil au Health Data Hub? Est-ce qu'on raconte l'histoire, Charles, ou pas alors? Non, mais… On raconte ce qui s'est passé une nuit avec des masques au CNAM. Quelqu'un est venu le voir. Non, mais on a des très bonnes relations avec la directrice. On a des bonnes relations. Du Health Data Hub, Stéphanie Combe, qui a le cuir solide, parce qu'elle reçoit quand même assez régulièrement les attaques un peu de toutes parts. Ça a été d'abord sur le choix de Microsoft, ça a été
où là, elle a juste répondu qu'elle était allée chercher dans le catalogue de l'UGAP les logiciels qui étaient disponibles. Donc, bon, mais il y a une grande polémique. Et là, j'ai vu qu'elle a répondu ce matin sur la question. Non, ce n'est pas le rest in peace du Health Data Hub qui a été annoncé hier. C'est juste une suspension de certains échanges avec la CNIL en attendant d'avoir une description plus détaillée de l'ensemble des bases de données qui participent au Health Data Hub proprement dite. Mais je n'ai pas senti Stéphanie Combe très inquiète sur le sujet. Elle est solide. Hein. Elle est solide. Je confirme. Elle a intérêt parce que... alors, qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre comme question? Moi, je trouve que c'est quelque chose qui doit intéresser beaucoup ceux qui s'occupent, enfin les CRO, qui s'occupent des risques et des risques opérationnels, parce que c'est vraiment de nature à montrer la volonté des dirigeants exécutifs et non exécutifs de faire le maximum pour éviter les risques en cas de cyber-risque. Donc, parce que c'est quand même beaucoup le cyber-risque est visé par ça. Enfin, quelles sont les utilisations, quelles sont les utilisations de réidentification dans le cadre d'utilisateurs très respectueux du RGPD, c'est-à-dire faisant bien attention quand même à la qualité de leur anonymisation, même s'ils n'utilisent pas la méthode que vous venez de nous donner, c'est-à-dire même s'ils n'essaient pas de quantifier le risque qu'ils prennent, il y a quand même des grands classiques pour anonymiser de façon consciencieuse. Donc, quand on n'est pas dans un cadre de vol de données, quels sont les cas de réidentification qui sont dangereux? Je prends le cas d'un exemple sur lequel on travaille en ce moment. C'est une entreprise qui teste des logiciels pour le compte de grandes banques et de grandes compagnies d'assurance. Donc, elle a une copie des logiciels chez elle et pour faire tourner ces logiciels et vérifier qu'ils fonctionnent bien, eh bien, il y a deux solutions. Soit je génère de la donnée de manière automatique pour tester les différentes fonctionnalités du logiciel, soit je prends des données réelles, ce qui m'évite de tester des cas extrêmes qui n'interviennent jamais. Et sur ces données réelles, eh bien, je vais les utiliser pour évaluer s'il y a des bugs dans le logiciel, etc., etc. Eh bien, donc là, effectivement, il y a cette question de risque qui se pose, notamment quand l'entreprise fait sortir ces données pour les envoyer vers cet opérateur qui va tester les logiciels de gestion. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les données sont bien anonymisées? Et est-ce comme c'est souvent des jeux de données très différents, ça peut être des données RH, ça peut être des données de salaire, ça peut être des données relatives à des clients, etc. Est-ce que le travail d'anonymisation a été bien fait? Et puis l'anonymisation, c'est pareil, c'est en fonction de la nature des données qu'on va traiter, si c'est des photos, si c'est du texte, si c'est des commentaires, si c'est des données purement numériques, eh bien, on va avoir des grandes variations. C'est une famille, l'anonymisation. Donc, ce n'est pas que des données bien tabulées dans des bases de données. Donc, voilà. Donc là, il y a aussi beaucoup des risques en fait, qui sont liés à ça. Donc, ils peuvent empêcher, en fait, le fait de ne pas faire ce travail de façon systématique et cohérente peut aussi empêcher certains types de collaboration, typiquement, avec je pense essentiellement à des programmes de recherche, mais oui, on peut en imaginer d'autres. Il y a une question sur la facturation. Est-ce que ça se fait à l'usage? Quel est le mode de facturation? Alors, effectivement, à l'usage, au volume de données. Après, ça dépend si les utilisateurs utilisent la version cloud publique ou la version cloud privée. Alors, un serveur chez eux, oui.
Voilà, s'ils ont un serveur chez eux, eh bien, le calcul, le temps de calcul qui est consommateur de… On travaille avec des différents types de processeurs, eh ben, ça se fait chez eux, donc c'est moins cher. Ok. Tout à l'heure, alors je reviens tout au début, vous avez pris 1% et vous nous avez dit que c'était la recommandation des sachants, en gros. Est-ce que vous pourrez nous en dire plus? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous voyez au début de votre présentation le alpha. Oui, c'est les seuils. Ben, un petit peu les seuils qu'on observe dans les cours ben, j'ai cité Mbrecht tout à l'heure, enfin, de ceux qui ont travaillé sur les GPD et tout. En général, ils disent qu'à partir de 5%, on est attiré vers la GPD au sens statistique. Et ils mettent, que ce soit des feux de forêt ou que ce soit des cracks financiers, etc., ils mettent un seuil à 1%. Et j'ai cité aussi à la fin de l'exposé, dans le papier de l'actuariel, le 2,5% de balles droit. Oui, 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 oui. Comme on dit en américain, I am easy. Enfin, je veux dire, on peut tout à fait préciser la norme. Je crois que l'important, c'est de bien décrire quel seuil on prend, en fait, Oui, 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 oui. pour que ça soit auditable. Mais par exemple, si une autorité, je pense à la CNIL, mais ce n'est pas forcément la CNIL, ça pourrait être une autre autorité. Je ne sais pas, si on se mettait à faire un standard dans Solva 2 pour les assureurs, ces paramètres pourraient être revisités, en fait. Oui, bien sûr. Apparemment, il y a peu de chances, étant donné, enfin peu de risques, comme on veut, étant donné que ce sont des grands classiques actuels qui ont été pris par ceux les Mbrecht, enfin les autorités des différents pays qui ont travaillé sur ces sujets-là. Mais on peut imaginer que ça pourrait être une négociation avec des autorités qui pourraient être plus ou moins exigeantes. Le 5% étant un minimum, enfin un maximum, peut-être plus exactement. En fait, ça soulève un autre point, Florence, que tu abordes, c'est la question de l'échelle. Oui. On mesure une valeur de risque. On peut, en fonction du type d'anonymisation qu'on va appliquer sur les données, on peut diminuer cette mesure de risque, enfin cette valeur du risque. La question, mais évidemment, on se rend bien compte que ça va dépendre du type de données ou de l'ensemble des variables qui sont utilisées et la nature des données. Et là, ce qui peut être intéressant, mais je me demande s'il n'y a pas les travaux qui sont en cours, peut-être chez toi ou peut-être au sein de différentes compagnies dans ce monde de l'assurance, d'avoir des éléments d'échange et de partage pour essayer d'avoir une échelle un peu commune. Enfin, ça revient un peu à ce que tu indiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des travaux qui sont menés au sein de l'Institut ou dans d'autres cercles, je dirais, de ce monde de l'assurance pour essayer peut-être de se mettre d'accord sur ce que serait une valeur de risque acceptable. En tous les cas, acceptable, contrôlable et qui puisse être auditable et présenté aux autorités comme une preuve de bonne foi et en tous les cas de ce qui se fait de mieux en termes de cette évaluation de risque. Et est-ce qu'on pourrait imaginer que ça ne soit pas les mêmes règles, enfin les mêmes paramètres selon le secteur d'assurance? Oui, ça c'est clair. Je suis persuadé, oui. C'est clair. Je suis persuadé. Tu as des outils, hein, je veux dire, les diagrammes pour ceux qui connaissent la théorie de valeur extrême, il y en a peut-être dans l'assistance. Il y a les diagrammes de Hill, et puis il y a les fonctions de mean excess value, où tu as un beau graphique où on voit qu'il y a une zone complètement folle qui sont les toutes dernières extreme value, et puis il y a une zone où la mean excess value est bien linéaire, et on sait que la GPD, là, est dans son domaine d'attraction, donc ça permet de fixer beaucoup plus finement les seuils pour apprendre correctement et estimer cette GPD correctement en faisant le diagramme.
Là, pour le moment, on a automatisé avec 5% et 1% parce qu'on voulait prendre des choses où on sait qu'en général, ça marche plutôt bien. En tout cas, moi, bien sûr, je vais en parler avec mes collègues actuaires qui sont très pointus sur ce sujet. Mais je pense que nous avons, nous, actuaires, un travail à faire à partir de ça, parce que ce dialogue avec les autorités va, à mon avis, émerger dans les mois, années qui viennent. Oui. Et avant qu'on nous impose une règle, ce serait pas mal qu'on ait quand même pas mal réfléchi et qu'on soit des interlocuteurs valables pour que les visionnaires que nous sommes, parce que nous étions quand même très visionnaires, souviens-toi, Michel, en considérant que le modèle Solvay 2 pourrait être, c'est qu'il fallait en fait s'inscrire dans le modèle Solvay 2 pour faire cette évaluation. Oui. Je vais en parler avec notre groupe de travail, nos groupes de travail, pour voir si ma manière de voir, il la partage. Parce que je pense que là, il y a un travail de fond à faire. Disons que quand on voit quelqu'un du calibre de Michel Fromenteau à l'époque, qui était plutôt du genre pet sec quand on n'était pas bien dans les clous, hein, je veux dire, c'est le commandeur de la CPR. C'était la crème des hommes, pet sec. Et adorable par ailleurs, mais il ne m'a pas pulvérisé à l'époque, hein, tu te souviens, il était même très intrigué, quoi, donc ça lui plaisait bien. Oui. Donc ça m'a donné confiance quand même, je veux dire, sur la méthodologie. Oui, oui, oui. Mais écoutez, je pense, là, je ne vois plus de questions. N'hésitez pas, si vous en avez encore une qui vous brûle les doigts, puisque vous écrivez vos questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre exposé. Nous vous remercions tous beaucoup. Je m'adresse aux auditeurs, n'hésitez pas à profiter de l'invitation qui vous a été faite par Charles Lebot, puisque l'invitation, c'est de pouvoir utiliser gracieusement quelque chose qui est payant habituellement, parce que là, nous sommes à l'Institut des actuaires, mais le vrai monde, c'est un monde où les choses sont payantes. Il y a des gens qui les conçoivent et qui ensuite ont besoin d'être rémunérés pour payer le travail de conception. Ça fait partie du monde économique. Donc, je vous invite à réfléchir à ce dont vous avez besoin, quel fichier vous pourriez utiliser, sur quel jeu de données vous pourriez tester ce logiciel pour d'ailleurs mieux le comprendre. Je vois que nous avons un certain nombre de remerciements dans le chat. Donc, vous voulez un mot de la fin, Michel et Charles, ou tout va bien? Un petit mot de remerciement, Florence. Vraiment, oui, voilà, merci infiniment pour l'organisation, pour avoir proposé d'intervenir ce soir. Merci à vous. Merci. Et donc, nous ferons le point sur les utilisations, si nous avons une capacité à contribuer à la suite mais il y aura une suite forcément, parce que l'environnement réglementaire va évoluer dans ce sens. Ça aura mis du temps, puisque entre 2014 et ça sera quoi, peut-être, ça aura peut-être mis 10 ans, hein, je pense. Oui, c'est ça. C'est un cycle. C'est un cycle connu, hein, je veux dire. Oui. Mais tu sais, Michel, quand on est un peu trop en avance, on a toujours tort d'être en avance. Hein. Allez. Il faut rester dans l'espérance. Il suffit de s'accrocher à la vie, et si on vit assez vieux, ça marche quand même, on voit les fruits. Allez, nous sommes très accrochés à la vie et nous verrons les fruits de tout cela. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup à vous pour votre exposé. Et puis, merci à ceux qui ont posé des questions. À un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.